Je vous emmène pour un voyage à vélo de Bâle à Belgrade sur l'Eurovélo 6 à travers 6 pays. La Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie et la Serbie. Au programme, un fabuleux partage européen et la découverte de 4 capitales, Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade. Nous débuterons le long du Rhin avant de rejoindre le Danube qui sera notre fil conducteur. Après avoir essuyé un bel orage pour ma première nuit, le réveil en Suisse à l'est de Bâle est des plus paisibles. Et c'est parti! Alors ce qui est vraiment sympa, c'est qu'au fait le Rhin marque la frontière entre la Suisse et l'Allemagne et je peux passer d'un pays à l'autre au gré de mes envies. En tant que fleuve d'un pays développé, le Rhin n'échappe pas à la proximité des infrastructures de transport ainsi qu'aux aménagements divers tels que les centrales nucléaires. Mais fort heureusement, l'Eurovélo 6 propose des ambiances diversifiées. Dès les débuts, je traverse forêt, ruralité, lieux de villégiature, must touristiques tels que les chutes du Rhin, ou encore la découverte de petites communes comme Schaffhaus et sa fortification, mais aussi des ouvrages insolites peu connus comme le pont couvert en bois de Diessenhofen, des lieux d'accueil sympas tels que cette ferme avec son magasin en libre service qui a un emplacement pour les cyclo-tentes. Les débuts sont difficiles, mon boîtier de pédalier craque et a du jeu, donc il faut tout démonter. C'est dimanche, lundi les boutiques sont fermées, il va falloir pédaler comme ça pendant 2 jours en espérant de rien abîmer. Alors là, je suis dans une section que je qualifierais de tampon. J'ai quitté le Rhin au lac de Constance et je me dirige vers le Danube. Et il y a pas mal de montées et descentes dans cette partie et ce n'est pas sans me déplaire. Je suis à Tuttlingen où il y a un vélocide qui remplace pédalier de Pégase. Donc j'ai passé plusieurs heures sur la place centrale qui est là. Alors ça y est, je suis vraiment trop content, j'ai récupéré un Pégase qui file comme le vent dans un paysage magnifique et à chaque tour de pédale, je ne l'entends plus gémir. Après avoir traversé la section du parc naturel du Haut-Danube, réputée particulièrement jolie, j'arrive à Simmeringen où je suis surpris d'apprendre que son château a accueilli Pétain et ses ministres en exil. Autre découverte en cette période, l'arbre de mai. J'en vois partout. C'est une véritable compétition que se livrent les villages bavarois pour se doter du plus grand et du plus bel arbre. Au Bade-Württemberg, il y a vraiment des cigognes partout. Ici, un nid sur un poteau électrique au bord de la route. En Bavière, beaucoup de fermes et restaurants-hôtels proposent un emplacement en tente. C'est sympathique de pouvoir côtoyer la vie locale, et encore plus un jeudi de l'Ascension largement fêté à coups de bière et de musique. C'est aussi dans la prairie de l'une de ces fermes que j'ai rencontré Michel et Jean-Yves, 2 Français partis de Saint-Nazaire à pied pour rejoindre Jérusalem. Pour l'accueil des tentes, il y a aussi des clubs nautiques le long du Danube. Si pudeur il y a, mieux vaut la laisser au vestiaire. Mais revenons à notre voyage. Là j'arrive dans la ville de Ulm avec un réseau cyclable toujours au top comme souvent en Allemagne. Et la ville de Ulm, il faut savoir qu'il y a le plus haut clocher principal du monde, rien que ça, avec 161,5 mètres s'il vous plaît. Et à la sortie de Ulm, le Danube a vraiment pris en largeur, c'est impressionnant, il commence à ressembler à un vrai fleuve. Là, nous sommes à quelques kilomètres de Kenheim et je vous emmène voir les gorges du Danube ainsi que l'abbaye de Weltenburg. Il faut savoir que sa brasserie est l'une des plus vieilles du monde aux côtés de Weihenstephan ayant commencé son activité en 1050. Pour la suite, j'opte pour la rive gauche en prenant un bac à treilles. Sans moteur, il passe d'une rive à l'autre à la seule force du courant avec un câble placé tantôt à bâbord, tantôt à tribord selon la direction souhaitée. Le gouvernail, lui, en revanche, reste toujours du même côté. Et maintenant direction Kelheim. Ce monument commémore les victoires contre Napoléon Ier, puis je redescends dans la ville avec des maisons toujours aussi colorées, tant typiques de l'Allemagne du Sud. Mais me voilà déjà au 11e jour de ce voyage. Et justement, pour ce 11e jour, mon corps réclame une pause, donc la première, l'occasion de visiter la jolie ville de Ratisbonne.
qui comporte 2 millénaires d'histoire et conserve des monuments de la Rome antique. Là, je suis à la sortie de Ratisbonne et c'est le premier monstre d'acier que je vois. Il faut dire que le Danube ne cesse de grossir, alimenté par ses nombreux affluents. Même si j'en fais pas référence, puisque j'ai appris à gérer ça à force de faire des itinérances, depuis que je suis parti, il pleut quasiment tous les soirs, donc je fais tout à l'abri dans ma petite tente, y compris comme on peut le voir, la popote. Mais pour que la pluie cesse, peut-être faudrait-il tout simplement que je m'arrête de chanter. Danube, oh mon Danube, tu es l'eau, tu es la vie, montre-moi le chemin de mes rêves les plus fous. Alors là, c'est un arrêt typique, un arrêt pipi. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt joli. Et bien entendu, je parle de la véloroute. Et ce sacré Pégase, il a encore fallu qu'il se mette au premier plan. La ville de Passau est implantée à la confluence du Danube et de l'Inn. Mais c'est aussi ma dernière grande ville allemande, avant la frontière. À peine la frontière Allemagne-Autriche franchie, un rayon de ma roue se rompt. Catastrophe! Sachant mes roues vieillissantes, j'en avais fort heureusement embarqué un de rechange dans mes sacoches. Si bien que l'arrêt est de courte durée, et me voilà déjà reparti. Ça y est, c'est reparti. Je sais que les temps sont durs, mais quand même, un peu plus, il fallait renommer 72 rayons d'espoir en 71 rayons. Il s'en est fallu peu. Et après cette petite mésaventure, quelle joie de constater qu'en Autriche aussi, il y a des accueils cyclotantes vraiment sympas. Alors hier à la ferme, toutes les 15 minutes, il y avait un paon qui passait en paradant devant ma tente. Et aujourd'hui, parce qu'il y a quelques dames dans le secteur, il y a des hommes qui passent torse nu en gonflant les pectoraux. L'Autriche, jusqu'aux portes de Vienne, je l'ai vu avec un Danube qui serpente dans des reliefs encaissés. C'est sans doute le tronçon le plus beau que j'ai vu depuis mon départ, car jusqu'à présent, les parties encaissées ne duraient jamais vraiment longtemps. La véloroute du Danube en Autriche est réputée pour être très bien aménagée. À vrai dire, peut-être trop bien, car face au tout bitume, l'alternance avec les petites pistes gravillonnées vient parfois à me manquer. Mais rien de bien méchant, d'autant plus que le parcours est ponctué de surprises inattendues, comme un camping privé aux abords bien agréables, ou encore des sites remarquables, tels que la ville de Linz. Il s'agit de la 3e commune la plus peuplée d'Autriche, et pour les gourmands, elle est avant tout réputée pour sa fameuse tarte, la Linzer Torte. Dans un registre moins léger, je me rends au camp de concentration de Mauthausen. C'est la première fois que je visite un lieu chargé d'histoire comme celui-ci, et je me sens totalement bouleversé. Ramené à notre époque, je réalise à quel point la paix reste fragile et qu'il nous incombe de l'entretenir. Je me sens aussi reconnaissant de vivre dans une Europe unifiée, et cette itinérance à travers les pays de notre histoire ne fait que renforcer ce sentiment. Alors ce qui est génial en Autriche comme en Allemagne et les pays germaniques, c'est que il y a quand même une confiance qui règne pour les magasins de libre service comme celui-ci, où j'achète 2 pommes pour 40 centimes. Alors je me situe dans la vallée de la Wachau, qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité pour ses châteaux, vignobles, abbayes, châteaux qui d'ailleurs regorgent d'histoires d'amour et de peine de cœur qui remontent de l'époque médiévale. Vienne. L'entrée dans la ville est marquée par l'incinérateur de déchets avec sa cheminée et sa façade atypique. Une bonne nuit entre 4 murs, un bon repas, et me voilà prêt à faire du tourisme. Vienne est magnifique, avec des monuments historiques et palais à tous les coins de rue. Je suis surpris à quel point la ville transpire d'une histoire dont elle a tiré le meilleur des influences, tant d'un point de vue architectural que culturel. Merci à Christine pour sa visite de la ville,
et bien sûr aux autres membres de l'EMCCV, l'équivalent autrichien de l'association AFA Krone RCH dont je fais partie. Je n'oublierai jamais les moments de convivialité passés ensemble. Et maintenant, direction la Slovaquie et sa capitale Bratislava. Et non, vous ne rêvez pas, il y a bien une soucoupe volante sur la pile du pont. Il s'agit au fait d'une tour d'observation. C'est un petit clin d'œil humoristique d'une construction sous l'ère soviétique. Et si le vieux sang qui jouxte le pont tient dans un mouchoir de poche, il n'empêche que je suis saisi par son charme. Dur la vie de cycliste, mais il ne me faut pas traîner, car il est déjà temps de rencontrer Véronika, présidente du Slovak Krone Club. Étant moi-même malade, c'est le cœur empli d'espoir que je reprends la route ponctuée de ces fabuleuses rencontres associatives à travers l'Europe. À peine sorti de Bratislava, je décide si je continue en Croatie ou si je vais en Hongrie, et pour mon voyage, ce sera la Hongrie avec la ville de Kunovo. Même si ce n'est pas encore flagrant, j'ai la sensation en Hongrie de m'éloigner de la standardisation du monde occidental. Je dois avouer m'en réjouir, car les pistes terreuses et autres petites imperfections viennent pimenter mon quotidien de cyclo-voyageur. La véloroute refait son apparition avec un aménagement grand luxe. Pas de doute, j'approche de Budapest. Sur mon vélo, je peux embrasser du regard la ville avec la traversée de ses quartiers limitrophes. Depuis que je suis en Hongrie, d'innombrables pastèques sont à l'étalage. Les courses finies, me voilà enfin arrivé dans mon havre de paix pour 2 jours et 3 nuits. Un cadre parfait pour me reposer et me restaurer. Et non, ce n'est pas un musée, mais le café Gerbeaud, véritable institution à Budapest. Mais l'heure n'est pas qu'à la réjouissance, car à l'arrière de la synagogue, la plus grande d'Europe, un sol pleureur en métal rappelle un passé émouvant, celui des 600 000 juifs hongrois victimes du nazisme. Il me faut redescendre. Bye bye Budapest. Je reprends la route en direction de Belgrade, étape finale de ce voyage. Et voilà, c'est départ de Budapest, ou plutôt faux départ, parce que j'ai dû faire un aller-retour, j'ai 15 km en plus dans la journée pour un t-shirt oublié dans l'entrée qui séchait. Et depuis que j'ai quitté Budapest, je perçois l'Hongrie avec un côté plus authentique, avec une ruralité davantage affirmée. Il fait chaud, même très chaud. J'ai 33 degrés à l'ombre, 10 degrés de plus, voire davantage au soleil. Et après avoir tant longé le Danube à vélo, je n'ai pu m'empêcher de changer de point de vue avec une descente en kayak d'une trentaine de kilomètres. Je pense que c'est la meilleure bonne idée que j'ai eue de faire du kayak sur le Danube, parce que je l'ai tellement vu à vélo que d'être dessus c'est vraiment bien, d'autant plus qu'après Budapest, le fleuve retrouve un aspect sauvage et je suis tout seul avec les oiseaux.
J'arrive à la petite ville de Kaloska. Donc exceptionnellement j'ai réservé une chambre d'hôtel pour 22 € parce que j'avais un espèce de bivouac qui n'allait pas. Je pense que j'aurais été embêté dans la nuit. Et surtout grosse fatigue avec mal de ventre, un effet secondaire de la maladie. Et puis peut-être l'effort prolongé du voyage. Mais après des bas, il y a des hauts. Et dès le lendemain, je me remets en selle pour la Serbie sur des routes peu fréquentées ou aménagées pour les cyclistes locaux. Alors là, je fais une nouvelle étape de mon voyage. Je suis à 3-4 km de la frontière serbe qui va en fait être la sortie de l'Union Européenne. Et il n'y a absolument personne. Je peux faire des slaloms au milieu de la route. La frontière passée, me voilà sorti de l'Union Européenne. Un coup d'œil en arrière et ce mur de barbelés m'évoque de la tristesse. Il a été construit par la Hongrie en 2015 en réponse aux flux migratoires. Alors les Serbes sont connus pour pas être vraiment hyper amicaux avec les vélos et de rouler vite. Et je vous confirme que c'est vrai, de la tendance générale que j'ai vue, ça bombarde sur les routes, ils y vont. Mais ces tronçons circulés restent relativement limités, et j'alterne avec d'autres moments plus tranquilles, au cours desquels je peux ressentir la ruralité serbe. Et si ici aussi les abeilles ont leur barre d'habitat collectif, les communes en campagne sont moins denses en habitat. Je fais étape à la ville de Novi Sad, deuxième ville de Serbie avec plus de 300 000 habitants, et c'est un coup de cœur pour son centre historique. À la sortie de Novi Sad, il y a plusieurs bâtiments aux façades ornées de sculptures. Certaines se détériorent, mais ça donne un certain cachet. Plus loin, en direction de Belgrade, je vois une Serbie qui se modernise avec une voie de chemin de fer flambant neuve. Les paysages changent. Le grand plat des plaines s'estompe et de légers reliefs commencent à s'affirmer. Mon quotidien, c'est aussi une bonne glace synonyme d'une courte parenthèse à la canicule, la traversée d'innombrables communes rurales, et des chemins fort agréables lorsque j'improvise un itinéraire bis à la recherche d'un peu de tranquillité. Alors moi ce que j'aime bien quand je rentre dans une grande ville, comme ici Belgrade, c'est qu'à vélo je traverse tous les quartiers périphériques et ça permet d'avoir une autre vision de la ville. À peine ai-je le temps de découvrir la vue de ma chambre que je rencontre les membres de l'UCUC, association engagée dans la lutte des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Puis je pars à la découverte de Belgrade. Mais la fin est proche. Après avoir lavé et séché le matériel de randonnée, je récupère un carton vide chez un vélociste. Et maintenant, place à l'atelier vélo. Atelier démontage, j'ai démonté plein de trucs, le guidon, les pédales, la béquille, les roues, j'ai rabaissé la selle, le porte-bagages avant. Bref, maintenant Pégase est tout petit pour tenir dans ce carton. Le retour, je le fais en avion jusqu'en France, avant de rejoindre Dijon en train. À mesure que j'ai longé le Danube, à l'image de ce fleuve qui n'a eu de cesse de grossir, je me suis chargé de nouvelles connaissances. Dans ma quête d'une meilleure compréhension des pays qui nous entourent et de leur passé, je me suis davantage ouvert aux différences, véritable richesse humaine qui doit nous réunir plutôt que de nous diviser. Je continuerai cette itinérance à vélo,
ou on entreprendrait une autre en Europe. Mais en attendant, j'espère que vous aussi, à travers ce voyage, vous avez trouvé une dose d'évasion. Sur ma page Facebook, 72 rayons d'espoir contre la maladie de Crohn, vous pourrez lire le récit de cette randonnée et le partage de mes autres voyages itinérants à pied, en raquette avec la tente dans la neige, en vélo et en kayak. Vous y trouverez également un lien vers une page de collecte au profit de l'association François Aupetit, reconnue d'utilité publique dans la lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. À bientôt pour de nouvelles aventures. Danube, oh mon Danube, tu es l'eau, tu es la vie, montre-moi le chemin de mes rêves les plus fous.